Bonjour à tous, je suis Louis Violo, je suis neuropsychologue clinicien et je suis docteur en psychologie. J'ai fait ma thèse à l'Université de Bordeaux sur l'autostigmatisation chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Je vais vous faire cette présentation qui porte sur la recherche, sur les bases de ce que c'est la recherche et la méthode scientifique. On va prendre 10 minutes pour parler de ça. Ça commence maintenant. Donc, déjà, la recherche française en santé mentale et en psychiatrie, ça représente que 2 à 4% de la recherche biomédicale en France, ce qui est insuffisant par rapport au fardeau social et économique en comparaison avec d'autres pays plus développés, avec d'autres pays développés, par exemple 16% pour les USA, 10% pour la Finlande, 6% pour l'Espagne. La recherche en santé mentale est essentielle pour comprendre les causes des troubles mentaux, développer des traitements efficaces et améliorer la qualité de vie des personnes concernées et de leurs proches. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche? Donc, la recherche scientifique suit une méthode rigoureuse, appelée méthode scientifique. Cette méthode permet de produire des connaissances fiables et vérifiables à travers plusieurs étapes. En général, on commence par observer un phénomène. Par exemple, certaines personnes souffrant de dépression réagissent mieux à une certaine thérapie. On formule une question de recherche, par exemple, pourquoi cette thérapie fonctionne mieux chez certains patients. On peut avoir ensuite une hypothèse. Une hypothèse, donc avec une hypothèse, on formule une hypothèse explicative basée sur des connaissances existantes, issues d'une théorie actuelle. Par exemple, les patients ayant une dépression avec des pensées anxieuses répondront mieux à la méditation que les patients ayant une dépression mais sans anxiété. Après avoir fait notre hypothèse, on conçoit l'expérience. On conçoit cette étude pour tester cette hypothèse. Par exemple, comparer l'efficacité de la thérapie chez deux groupes de patients déprimés avec ou sans anxiété. On collecte les données, qui peuvent être des observations, des mesures, des questionnaires, de l'imagerie cérébrale, même de la génétique. On analyse et on interprète les résultats en appliquant des méthodes et des tests statistiques pour voir si les résultats confirment ou non notre hypothèse. Et enfin, on on peut conclure et essayer de publier. Donc, si l'hypothèse est confirmée, elle peut être intégrée dans une théorie après plusieurs validations. Et si elle est infirmée, elle est rejetée ou modifiée, de nouvelles recherches sont menées. Les résultats sont publiés dans des revues scientifiques pour être vérifiés et reproduits par d'autres chercheurs. La caractéristique de la méthode scientifique se base sur trois piliers. Le premier, c'est que c'est une méthode qui est empirique, basée sur des observations et des expériences. C'est une méthode répétable, c'est-à-dire que d'autres chercheurs doivent pouvoir reproduire les résultats dans d'autres parties du monde. Et enfin, troisième critère, elle est falsifiable. Une hypothèse doit pouvoir être testée et potentiellement réfutée. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour parler de ce dernier critère. Le critère de réfutabilité proposé par Karl Popper est un principe fondamental en philosophie des sciences. Il stipule qu'une théorie est scientifique si et seulement si elle est réfutable, c'est-à-dire s'il est possible d'imaginer une observation ou une expérience qui pourrait la contredire. Dans le contexte des sciences de la santé mentale, ce critère a des implications très intéressantes, mais parfois controversées. Donc, une théorie est réfutable si elle fait des prédictions précises. Ces prédictions peuvent être testées empiriquement et surtout, il est possible que les résultats la contredisent. Une théorie qui peut expliquer tout et son contraire n'est pas scientifique. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons l'exemple des thérapies cognitivo-comportementales. On aurait une hypothèse. Une personne souffrant de phobie sociale verra une réduction de ses symptômes après 12 séances de thérapie. Cette hypothèse est testable par une étude. Si la majorité des patients ne s'améliorent pas, l'hypothèse est réfutée. Comme c'est réfutable, on suggère que c'est une hypothèse et une théorie scientifique. Une autre idée, on peut faire l'hypothèse qu'il y a une carence en sérotonine et que cette carence est associée à certains types de dépression. On peut faire des dosages, manipuler chimiquement le niveau de sérotonine et observer des effets. Mais effectivement, là aussi, c'est réfutable. On peut avoir une hypothèse que les doses augmentent et observer qu'elles n'augmentent pas. C'est réfutable, donc c'est scientifique. Je vais vous donner des exemples de théories ou de certains aspects de théorie qui ne sont pas réfutables. Par exemple, dans certains aspects de la psychanalyse freudienne, on pourrait dire la chose suivante. Un comportement agressif
peut être causée par une pulsion refoulée. Dans ce cas-là, si la personne n'est pas agressive, on pourra toujours dire qu'elle refoule tellement bien que ça ne s'exprime pas. Là, aucune observation ne peut réellement infirmer la théorie. Elle est donc pas réfutable et non pas scientifique au sens strict de Popper. Un autre exemple. Si on fait l'hypothèse suivante. Si tu rêves de voler, c'est un désir de liberté. Si tu rêves de tomber, c'est une peur de l'échec. Quoi que tu rêves, au final, l'interprétation peut toujours être faite a posteriori. Là non plus, c'est pas falsifiable et donc, selon Popper, ça ne serait pas scientifique. Maintenant, il y a quand même des limites à ce critère de falsifiabilité. Le mot n'est pas facile à dire. Euh, les sciences humaines traitent souvent du phénomène complexe qui sont subjectifs et contextuels. Et certaines approches non réfutables peuvent quand même être très utiles cliniquement ou thérapeutiquement, même si elles ne sont pas scientifiques selon Popper. D'ailleurs, il y a d'autres épistémologues qui ont proposé d'autres critères pour qu'une théorie soit scientifique. En conclusion, le critère de réfutabilité est un outil puissant pour distinguer la science de la pseudoscience, mais n'est pas toujours facile à appliquer aux sciences humaines. Dans la santé mentale, les approches expérimentales et quantitatives, comme les thérapies cognitives ou la psychiatrie biologique, sont beaucoup plus facilement compatibles avec ce critère. D'autres approches, comme la psychanalyse ou l'analyse jungienne de Carl Jung, peuvent être jugées non scientifiques à un sens strict, mais cliniquement utiles dans certains contextes. Je vous remercie.